Mes parents ont hurlé devant l'hôtel. Ce mariage est une farce. Ton mari appartient à ta sœur. Gwenaëlle, ma propre sœur, se tenait là, ricanant dans sa robe quasi blanche, me murmurant que je ne méritais pas cet homme à cause de mon fauteuil roulant. Ils m'ont humilié devant toute la ville de Vannes, pensant m'écraser définitivement. Mais ils ignoraient une chose, le témoin, mon meilleur allié, tenait dans sa main un dossier bleu qui allait non seulement sauver mon mariage, mais détruire leur réputation et leur fortune en moins de 5 minutes. Voici comment le plus beau jour de ma vie a commencé par un cauchemar pour finir en une vengeance éclatante. Bonjour à tous et bienvenue. Avant de plonger dans les détails sordides de cette trahison familiale, j'aimerais savoir qui est là avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure est-il chez vous? J'adore lire vos messages, cela me donne la force de raconter ce qui va suivre. Tout a commencé la veille de la cérémonie, lors du dîner de répétition. Nous avions réservé une table au Jardin des Remparts, l'un des restaurants les plus prestigieux de Vannes, niché au cœur de la vieille ville. C'est un endroit magnifique, avec ses murs de pierre séculaire et ses poutres apparentes, mais pour moi, c'était d'abord un parcours du combattant. Les rues de Vannes sont pavées, un charme indéniable pour les touristes, mais un enfer vibrant pour une femme en fauteuil roulant. Mon fauteuil électrique cahotait sur les pierres irrégulières. Tanguy, mon fiancé, marchait à mes côtés, sa main posée protectrice sur mon épaule, ralentissant son pas pour s'adapter au mien. Devant nous, mes parents, Gervais et Jocelyne, avançaient à grands pas, sans un regard en arrière. Ils pourraient au moins t'attendre, murmura Tanguy, la mâchoire serrée. Laisse tomber, répondis-je, habitué. Pour eux, je suis juste un bagage encombrant qu'on traîne à l'aéroport. Ma sœur, Gwenaëlle, trottinait à leur côté sur ses talons aiguilles de 12 centimètres, riant aux éclats d'une blague que mon père venait de faire. Elle était resplendissante, je dois l'admettre. Blonde, élancée, la peau dorée par ses récents week-ends à la boule. Elle incarnait tout ce que mes parents adoraient, la perfection physique, l'aisance sociale, le succès visible. Moi, Armelle, la restauratrice de livres anciens qui passait ses journées dans l'odeur de la colle et du vieux papier, avec mes jambes inertes depuis mes 18 ans, j'étais l'antithèse de leur monde brillant. En arrivant au restaurant, le maître d'hôtel nous a guidés vers une longue table dressée près de la baie vitrée donnant sur les jardins. C'était sublime. Mais immédiatement, j'ai vu le problème. La table était serrée contre un pilier en pierre. Il n'y avait aucun espace pour mon fauteuil en tête de table, là où la future mariée est censée s'asseoir. Maman, dis-je doucement. Je ne peux pas passer. Jocelyne, ma mère, a agité la main avec désinvolture, comme si elle chassait une mouche. Oh, Armelle, ne commence pas à faire des histoires. Mets-toi là, au coin, près de l'entrée de service. Tu auras plus de place pour tes manœuvres. Elle a dit manœuvre, comme on parlerait d'un camion poubelle qui recule. J'ai senti la chaleur me monter aux joues. Tanguy a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai posé ma main sur son bras. Je ne voulais pas de scandale ce soir. Pas encore. Je me suis donc retrouvée isolée au bout de la table, loin du centre des conversations. Tanguy a insisté pour s'asseoir à côté de moi, tournant le dos au reste de la famille pour me faire face. Le dîner a commencé et l'ambiance était glaciale. Enfin, glaciale pour moi. Pour Gwenaëlle, c'était une soirée de gala. Alors Gwen, ma chérie, racontait mon père en parlant fort pour que les tables voisines entendent, j'ai su que tu avais vendu la villa des Montmorency. Une commission record, n'est-ce pas? Oh, papa, c'est naturel, a-t-elle répondu en jouant avec ses cheveux. Les clients veulent du rêve, et je suis là pour le vendre. Tu es la fierté de cette famille, a déclaré ma mère en levant son verre, ses yeux brillants d'admiration. Tu portes le nom des Carnéval. Pas un mot sur mon travail. Pas un mot sur le fait que le musée du Louvre m'avait récemment confié la restauration d'un manuscrit du XVe siècle. Pour eux, mon travail était un passe-temps pour invalides, une occupation pour m'éviter l'ennui, pas une carrière. Le pire est arrivé au moment du service du vin. Le sommelier s'est approché avec une bouteille de Château Margaux. Ma mère lui a fait un signe discret. Le serveur, un jeune homme visiblement briefé, s'est dirigé droit vers Gwenaëlle et Tanguy. Monsieur,
Madame, dit-il en présentant l'étiquette à Gwenaëlle puis à Tanguy. Une excellente année pour célébrer votre union. Le temps s'est arrêté. Le serveur pensait que Gwenaëlle était la fiancée. Au lieu de corriger l'erreur, Gwenaëlle a souri, un sourire de chat qui vient de lécher la crème. Elle a regardé Tanguy, a battu des cils et a dit, « C'est vrai que nous formons un beau couple, n'est-ce pas? » Mais non, le marié est bien lui, mais la mariée est là-bas. Elle a pointé son doigt manicuré vers moi, assise dans l'ombre, coincée entre le mur et le chariot de dessert. Le serveur a rougi, balbutiant des excuses, mais le mal était fait. Mes parents n'ont pas corrigé. Mon père a même pouffé, trouvant la situation amusante. C'est une erreur compréhensible, a lancé mon père. Gwen a tellement de charisme, elle attire la lumière. Armelle est plus discrète. Discrète. Le mot poli pour dire insignifiante. Sous la table, la main de Tanguy a serré la mienne si fort que mes phalanges ont craqué. Ça suffit, a-t-il grommelé. Mais je voyais le regard de Gwenaëlle. Elle ne regardait pas le serveur. Elle ne regardait pas le vin. Elle fixait Tanguy avec une intensité prédatrice. Ce n'était pas le regard d'une belle-sœur. C'était le regard d'une femme qui évalue une propriété avant de faire une offre hostile. Je pensais que cette confusion humiliante serait le sommet de l'horreur pour la soirée. Je me trompais lourdement. Ce n'était que l'apéritif. Le plat principal avait été débarrassé et l'atmosphère, chargée d'effluves de cognac et de vanille, semblait s'alourdir. C'est à ce moment précis que mon père, Gervais, s'est levé, tapotant son verre avec une cuillère en argent. Le tintement cristallin a fait taire les conversations autour de la table. Je me suis redressé dans mon fauteuil, lissant nerveusement la nappe blanche. C'était le moment du toast traditionnel du père de la mariée. J'espérais, naïvement, quelques mots gentils. Peut-être une anecdote sur mon enfance, avant l'accident. Peut-être un mot de bienvenue officiel pour Tanguy. Mes chers amis, ma famille, a commencé mon père de sa voix de baryton, rodé par des années de négociations hôtelières. Nous sommes réunis ici pour célébrer l'amour. Il a fait une pause théâtrale, balayant la salle du regard. Son regard a glissé sur moi sans s'arrêter, comme si j'étais un meuble. L'amour est la force qui maintient notre famille unie, a-t-il continué. Et en parlant d'amour et de réussite, je ne peux m'empêcher de penser à quel point nous sommes bénis d'avoir des enfants qui excellents. Mon cœur a fait un bond. Allait-il parler de ma restauration du manuscrit? Gwenaëlle, a-t-il poursuivi en se tournant vers ma sœur, rayonnante. Demain, c'est le mariage d'Armelle, c'est vrai. Mais c'est aussi bientôt ton anniversaire, ma chérie. Et quel plus beau cadeau pour nous que de te voir t'épanouir ainsi? Tu es belle, tu es intelligente, tu es complète. Le mot « complète » a claqué comme un coup de fouet. Le sous-entendu était d'une violence inouïe. Gwenaëlle était complète. Et moi? J'étais incomplète. Cassée. Une ébauche ratée. À Gwenaëlle. Ont entonné quelques cousins éloignés, entraînés par l'élan, ne réalisant pas l'insulte implicite. Tanguy s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. Et à Armelle? A-t-il coupé, sa voix vibrant de colère contenue. Nous sommes ici pour le mariage d'Armelle, Gervais. Pas pour l'anniversaire de Gwenaëlle. Un silence gêné est tombé sur la table. Mon père a regardé Tanguy avec un sourire condescendant, ce sourire qu'il réserve aux employés qu'il s'apprête à licencier. Allons, Tanguy, ne sois pas si susceptible. Bien sûr, à Armelle aussi. À son courage. Il a levé son verre vers moi, mais ses yeux étaient froids. C'était un toast par obligation, une miette jetée au chien sous la table. J'ai bu une gorgée d'eau pour faire passer la boule dans ma gorge. Je ne voulais pas pleurer. Pas devant eux. Ils se nourrissaient de ma faiblesse. Après le dîner, nous sommes retournés à la maison familiale, une grande bâtisse bourgeoise aux volets bleus sur les hauteurs de Vannes. C'était là que j'avais grandi, là que j'avais monté mes premiers chevaux avant que l'un d'eux ne brise ma colonne vertébrale. En entrant dans le grand salon, quelque chose a attiré mon attention au-dessus de la cheminée en marbre. Un nouveau cadre doré, immense, trônait là. C'était la photo officielle prise le mois dernier,
lors des fiançailles. Je me suis approchée, manœuvrant mon fauteuil sur le tapis persan. J'ai levé les yeux et j'ai senti mon estomac se tordre. Sur la photo, mes parents étaient assis majestueusement. Gwenaël se tenait debout derrière eux, au centre, éclatante de lumière, ses mains posées sur leurs épaules, formant une pyramide parfaite de succès et de beauté. Et moi? J'étais à l'extrême droite. Mais ce n'était pas le pire. Le cadreur, ou peut-être mes parents eux-mêmes lors de la commande, avait recadré l'image. Mon fauteuil roulant avait été coupé. On ne voyait que mon buste, flottant bizarrement en bordure de cadre, mon épaule gauche à moitié rognée par la bordure dorée. J'avais l'air d'une intruse qui passait par là par hasard et qu'on avait essayé d'effacer en post-production. C'était une élimination visuelle. Symboliquement, il m'avait déjà exclu de la famille. Gwenaël est arrivée derrière moi, une coupe de champagne à la main. Elle est belle, non? A-t-elle demandé innocemment. Le photographe a dit que la composition était plus équilibrée comme ça. Avec le fauteuil, ça faisait trop encombré. Ça cassait la symétrie. Tu veux dire que je cassais la symétrie, ai-je répondu, la voix tremblante. Elle a haussé les épaules, un geste gracieux qui se voulait léger. Ne sois pas paranoïaque, Armel. On essaie juste de garder une image esthétique. Tu sais à quel point maman tient à l'apparence. L'apparence. Toujours l'apparence. Dans leur monde, la douleur n'existait pas si on ne la voyait pas. Le handicap n'était pas une tragédie, c'était une faute de goût, une tache sur la nappe qu'il fallait cacher avec un pot de fleurs. Je me suis sentie disparaître. Je devenais transparente dans ma propre maison, invisible dans ma propre histoire. J'ai prétexté une fatigue soudaine pour me retirer. Tanguy m'a aidé à monter à l'étage enfin, à prendre l'ascenseur qu'ils avaient installé à contre-cœur des années plus tôt, pour ne pas abîmer l'escalier en chaîne avec mes roues. Il m'a embrassé le front devant la porte de mon ancienne chambre. Repose-toi, mon amour. Demain, nous serons chez nous. Loin d'eux. J'ai attendu qu'il s'éloigne vers la chambre d'amis. Je ne voulais pas dormir. La colère me tenait éveillée. J'avais soif. Je suis ressortie doucement, mes roues glissant sans bruit sur la moquette épaisse du couloir. Je me dirigeais vers la cuisine quand des voix provenant du bureau de mon père m'ont figé sur place. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer une raille de lumière jaune. Il faut être réaliste, disait ma mère. J'ai arrêté mon fauteuil. J'ai retenu mon souffle. Ce que j'ai entendu ensuite allait changer ma vie pour toujours. Je suis restée là, dans la pénombre du couloir, mes mains crispées sur les accoudoirs de mon fauteuil. Le silence de la maison amplifiait chaque mot qui s'échappait du bureau. Maman, je te le dis, insistait la voix de Gwenaël, une voix plaintive et capricieuse que je connaissais trop bien. C'est du gâchis. Regarde-le. Tanguy est architecte paysagiste, il a du talent, il a de la classe. Il a besoin d'une femme qui peut l'accompagner dans les galas, qui peut skier avec lui à Courchevel, qui peut marcher à ses côtés. Pas d'une infirmière à temps plein. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende à travers la porte. Je sais, ma chérie, je sais, répondit la voix apaisante de ma mère, Jocelyne. C'est une tragédie que ce garçon se soit entiché d'Armel. C'est sûrement de la pitié, ou un complexe de sauveur mal placé. Mais nous devons penser à l'avenir de la famille. L'avenir, c'est moi. Coupa Gwenaël. Imaginez l'image pour les hôtels Carnevel. Moi et Tanguy, couple puissant, moderne. Et Armel. Armel restera dans son atelier à coller ses vieux papiers. Elle n'a pas besoin d'un mari pour ça. Il y eut un bruit de verre qu'on pose sur un bureau en bois. Probablement mon père. Gwenaël a raison sur un point, intervint sa voix grave. Tanguy serait un atout considérable pour nos projets d'extension du resort à Saint-Malo. S'il entre dans la famille par la porte d'Armel, il sera accaparé par ses soins médicaux, par ses limitations. S'il était avec Gwenaël, il ferait partie du business, compléta ma sœur. La nausée m'a envahi. Ils ne parlaient pas de moi comme de leur fille, ni de Tanguy comme d'un être humain. Nous étions des pions. Moi, le pion défectueux à écarter. Tanguy, le cavalier précieux à capturer.
Sois patiente, Gwen, reprit ma mère. Laisse le mariage se faire. Ça ne durera pas. Un homme comme lui se lassera vite des contraintes. Il voudra une femme, une vraie. Et tu seras là. Nous veillerons à ce que tu sois toujours là, près de lui. Nous inviterons Tanguy pour les projets, sans Armel. La nature fera le reste. Je ne veux pas attendre qu'il divorce. Pleurnicha Gwenaël. Je le veux maintenant. Fais-nous confiance, trancha mon père. Et n'oublie pas l'héritage d'Henri. Tant qu'Armel est, dans la situation actuelle, nous contrôlons encore la fiducie. L'héritage d'Henri. Mon grand-père. Mort il y a 2 ans. Je savais qu'il m'aimait, mais mes parents m'avaient dit qu'il n'avait rien laissé de significatif, que sa fortune avait été absorbée par les dettes. Je n'avais jamais creusé, trop occupé à reconstruire ma vie après l'accident. Pourquoi parlait-il de « contrôler la fiducie » ? Je n'ai pas pu en entendre plus. J'ai fait demi-tour, le cœur au bord des lèvres, et je me suis renfermée dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond, réalisant l'ampleur de leur mépris. Ce n'était pas seulement de la honte sociale. C'était un calcul froid, financier et stratégique. Ils voulaient me voler mon futur mari pour enrichir leur empire hôtelier, et ils utilisaient ma sœur comme appât. Le lendemain matin, jour du mariage, je me suis réveillée avec des cernes sous les yeux mais une résolution d'acier. Je n'allais pas les laisser faire. Je suis allée tôt à l'église pour vérifier les derniers détails. C'est là que j'ai croisé mon amie d'enfance, Chloé, qui s'occupait des fleurs. Elle avait l'air paniquée. « Armel. Dieu merci tu es là. Il faut que je te parle. » Elle m'a tirée, enfin, poussée, vers un coin discret de la sacristie. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je. « C'est ta sœur. Gwenaël est passée ce matin à l'aube. Elle a exigé que je change toute la composition florale de l'hôtel. » Comment ça ? Nous avions choisi des roses blanches et des pivoines. Elle a fait tout remplacer par des lys. Des centaines de lys. Elle a dit que c'était une surprise de la part de ta mère, que c'était plus royal. J'ai senti le sang quitter mon visage. Chloé. Je suis allergique aux lys. Pas mortellement, mais suffisamment pour avoir les yeux gonflés, le nez rouge et éternuer sans arrêt. Je sais. C'est ce que je lui ai dit, s'exclama Chloé. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu ? Elle a ri et a dit, « Oh, c'est vrai ? J'avais oublié. » Mais bon, tant pis, c'est payé et installé maintenant. Elle prendra un antihistaminique, ça la fera dormir, elle sera plus calme. J'ai serré les poings. Elle voulait que je sois bouffie et endormie sur mes photos de mariage. Elle voulait que je sois laide à côté d'elle. C'était du sabotage pur et simple. Arrêtons-nous un instant. Mettez-vous à ma place. Vous découvrez que votre propre sœur essaie de vous voler votre mari, que vos parents planifient votre divorce avant même le mariage, et qu'on essaie de vous empoisonner, littéralement, avec des fleurs le jour J. Que feriez-vous ? Est-ce que vous annuleriez tout ? Est-ce que vous fuiriez ? Ou est-ce que vous resteriez pour vous battre, quitte à faire un scandale ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ce moment précis. J'ai vraiment besoin de savoir si ma réaction suivante était justifiée. C'était à 2. Je n'ai pas pleuré. Une froideur nouvelle s'est installée en moi. Chloé, vire les lys. Remets ce que tu peux. Si ma mère hurle, dis-lui que c'est un ordre de la marier. Et pour Gwenaël, demanda Chloé. Pour Gwenaël, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Je suis retournée à la maison pour me préparer. C'était l'heure de l'habillage. L'heure de l'ultime confrontation avant la cérémonie. Je ne savais pas encore que le niveau de cruauté allait monter d'un cran. Je suis arrivée à la boutique de mariage pour l'ajustement final de ma robe, quelques heures avant la cérémonie. C'était une tradition un peu désuète que ma mère avait imposée, vérifier que tout est parfait à la dernière minute. En réalité, c'était une dernière occasion pour elle de me critiquer. La boutique sentait la lavande et l'amidon. Des mètres de soie et de tulle créaient un labyrinthe blanc. Ma couturière, Madame Leblanc, une femme douce aux mains piquées d'épingles, m'a aidé à enfiler ma robe. C'était une robe simple,
en crêpe de soie ivoire, fluide, conçue pour être élégante en position assise. J'avais évité les froufrous et les volumes qui auraient pu se coincer dans mes roues. Je me sentais belle. Pour la première fois depuis longtemps, je me regardais dans le miroir et je voyais une femme, pas un dossier médical. Mais l'illusion a été de courte durée. Le rideau de la cabine s'est ouvert brutalement. Gwenaëlle est entrée, suivie de ma mère. Gwenaëlle portait une robe blanche. Non, soyons précis, c'était une robe coquille d'œuf, assez proche du blanc pour semer le doute, mais techniquement différente pour nier l'affront. Mais la coupe. C'était une robe sirène, moulante, spectaculaire, avec un dos nu vertigineux. Une robe de mariée, en somme. Oh, Armelle, a dit Gwenaëlle en faisant la moue. C'est ça ta robe? C'est un peu plat, non? On dirait le tissu qu'on utilise pour couvrir les canapés pour ne pas qu'ils prennent la poussière. C'est de la soie italienne, Gwenaëlle, ai-je répondu sèchement. Elle a ignoré ma remarque et s'est plantée devant le grand miroir triptyque, se plaçant délibérément devant moi, bloquant ma vue. Elle a pris la pose, cambrant les reins, tournant sur elle-même. Regarde, maman, a-t-elle minaudé. Tu ne trouves pas que cette coupe m'irait bien pour mon futur mariage? Ma mère a joint les mains, extatique. Tu es une vision, ma chérie. Une vision. C'est exactement ce genre de robe qu'il faut pour une grande cérémonie à la cathédrale. C'est royal. J'étais là, assise derrière elle, invisible à nouveau. Je voyais mon reflet morcelé entre le corps sculptural de ma sœur et les regards admiratifs de ma mère. Gwenaëlle s'est alors tournée vers moi, un sourire cruel aux lèvres. Elle s'est penchée, envahissant mon espace vital, son parfum capiteux m'étouffant presque. Tu sais, Armelle, a-t-elle chuchoté pour que seul moi puisse entendre, pendant que ma mère discutait avec la couturière. C'est dommage pour la robe. Elle sera froissée en 5 minutes à force d'être assise. Tanguy mérite une mariée qu'il peut faire tournoyer sur la piste de danse. Tu ne pourras jamais lui donner ça. Tu seras toujours un poids mort qu'il doit pousser. J'ai senti les larmes piquer mes yeux, mais je les ai ravalées. J'ai regardé ses yeux bleus, si semblables aux miens, mais vides de toute empathie. Je peux ne pas danser, Gwenaëlle, ai-je dit d'une voix calme qui m'a surprise moi-même. Mais je peux aimer. Et je peux créer. Mes mains restaurent l'histoire. Tes mains ne savent que prendre et détruire. Tu peux porter la robe, mais tu ne porteras jamais sa bague avec honneur. Son sourire s'est figé. Une lueur de haine pure a traversé son regard. Tu es sûre? A-t-elle sifflé? Attends de voir ce soir. Tu crois que tu as gagné parce qu'il t'a passé une bague au doigt? Papa et maman ont un dernier cadeau pour toi avant l'église. Elle s'est redressée brusquement et a lancé à ma mère, on y va, maman? Cette ambiance de naphtaline me déprime. Elles sont parties dans un bruissement de soie, me laissant seule face au miroir. Madame Leblanc, la couturière, s'est approchée de moi, les yeux humides. Elle a posé une main sur mon épaule. Mademoiselle, vous avez l'allure d'une reine. Ne les laissez pas vous faire croire que vous êtes moins que ça. J'ai regardé mon reflet. J'ai vu mes épaules carrées, mes bras musclés par des années de propulsion manuelle, mon regard déterminé. Merci, Madame Leblanc. Ne vous inquiétez pas. La reine ne va pas abdiquer. Mais les paroles de Gwenaëlle résonnaient dans ma tête, un dernier cadeau. Qu'est-ce qu'ils avaient encore inventé? Je n'ai pas eu à attendre longtemps. De retour à la maison, 1 heure avant de partir pour l'église, mon père m'a convoqué dans son bureau. Tanguy était déjà là, le visage sombre. Ce qui m'attendait sur le bureau en acajou n'était pas un cadeau de mariage. C'était une déclaration de guerre. L'atmosphère dans le bureau de mon père était suffocante. Les lourds rideaux de velours étaient tirés, plongeant la pièce dans une pénombre solennelle, seulement éclairée par la lampe de bureau verte. L'odeur de vieux cigares et de cire à bois me prenait à la gorge. Mon père, Gervais, était assis derrière son immense bureau, tel un juge prêt à prononcer une sentence. Ma mère, Jocelyne, se tenait debout près de la fenêtre, nous tournant le dos, rigide. Tanguy était debout à côté de mon fauteuil, sa main serrant mon épaule si fort que c'en était douloureux. Sur le bureau,
un petit rectangle de papier bleu pâle attendait. Un chèque. Asseyez-vous, enfin, installez-vous, a dit mon père sans nous regarder. Nous sommes attendus à l'église dans 45 minutes, Gervais, a répondu Tanguy sèchement. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Mon père a poussé le chèque vers nous du bout des doigts. J'ai plissé les yeux pour lire le montant. 100 000 euros. C'est une offre de sortie, a déclaré mon père calmement. Une quoi? Ai-je demandé, incrédule. Une offre de sortie, a-t-il répété. Armel, soyons adultes. Ce mariage est une erreur. Tu le sais, nous le savons. Tu ne pourras pas rendre Tanguy heureux. Tu es limité. Et Tanguy, tu es un homme ambitieux. Tu as besoin de liberté, pas d'un boulet. J'ai halté. Le mot boulet flottait dans l'air, obscène. Voici le marché, a poursuivi ma mère en se retournant, le visage impassible. Vous annulez le mariage maintenant. On dira que c'est un problème de santé soudain d'Armel, personne ne posera de questions. Tanguy, tu es libre. Armel, tu prends cet argent, tu pars faire un de tes voyages de guérison en Suisse ou où tu veux pendant 1 an. Et si on refuse? A demandé Tanguy, sa voix descendant d'une octave, dangereusement calme. Mon père a souri, un sourire carnassier. Si vous refusez. Eh bien, Armel, tu sais que l'appartement où tu vis et où tu as installé ton atelier de restauration, il appartient techniquement à la société immobilière de la famille. Nous t'avons laissé l'occuper gracieusement par charité. Mais si tu persistes dans cette folie, nous reprendrons le bien. Dès demain. Le monde a vacillé autour de moi. Mon atelier. Mes presses, mes outils, mes livres en cours de restauration. C'était toute ma vie, mon indépendance, ma fierté. Sans cet atelier, je ne pouvais plus travailler. Il menaçait de me couper les vivres et de me jeter à la rue. C'est du chantage? Ai-je crié. C'est la maison de grand-père. Il voulait que j'y vive. Grand-père est mort, et les papiers sont à mon nom, a tranché mon père. Alors? 100 000 euros et la liberté, ou la rue et la misère? Et Tanguy, réfléchis bien. Si tu l'épouses, tu épouses sa dette et sa déchéance. Si tu restes ami de la famille, eh bien, les projets hôteliers dont nous avons parlé sont toujours sur la table. Avec une partenaire plus appropriée. Il faisait clairement allusion à Gwenaël. J'ai regardé Tanguy. Pendant une seconde terrifiante, j'ai eu peur. 100 000 euros, c'était beaucoup d'argent. Et la pression était énorme. Tanguy a lâché mon épaule. Il s'est avancé vers le bureau. Il a pris le chèque. Mon père a élargi son sourire, triomphant. Sage décision, mon gars. Zrip. Le bruit du papier déchiré a claqué comme un coup de feu. Tanguy a déchiré le chèque en 2, puis en 4, puis en 8. Il a laissé les confettis bleus pleuvoir sur le bureau impeccable de mon père. Vous me dégoûtez, a dit Tanguy, la voix tremblante de rage. Vous pensez que je suis à vendre? Vous pensez que ma femme est à vendre? Gardez votre argent sale. Et gardez vos projets hôteliers. Je préfère vivre dans un studio de 20 mètres carrés avec Armel que dans un château avec des gens comme vous. Tu le regretteras. A hurlé mon père, se levant brusquement, le visage pourpre. Tu viens de déclarer la guerre, petit imbécile. Non, a répondu Tanguy en saisissant les poignées de mon fauteuil pour me faire pivoter. C'est vous qui avez déclaré la guerre. Et vous venez de la perdre. On se voit à l'église. Ne soyez pas en retard. Il m'a sorti de là en trombe. Dans le couloir, j'ai éclaté en sanglots. De peur, mais aussi de soulagement. Il m'avait choisi. Contre l'argent, contre la facilité, contre eux. Ça va aller, m'a-t-il murmuré en m'essuyant les joues. On trouvera une solution pour l'atelier. On se débrouillera. Mais alors que nous montions dans la voiture pour aller à l'église, je voyais le visage déformé par la haine de mon père. Il avait dit, tu le regretteras. Je savais qu'il n'avait pas abattu sa dernière carte. Il restait la cérémonie. Le moment public. Le moment où il pouvait faire le plus de mal.
Et comme nous approchions de la vieille chapelle de pierre sous le ciel gris de Bretagne, j'ai senti que l'orage allait éclater. Pas seulement dans le ciel, mais dans le cœur sacré. La pluie bretonne s'était invitée, fine et pénétrante, enveloppant Van d'un voile gris mélancolique. Pour n'importe quel autre marié, c'eût été un mauvais présage. Pour moi, cela collait parfaitement à l'ambiance de funérailles qui régnait autour de ma famille. Nous sommes arrivés à la chapelle Saint-Yves. Le parvis était déjà noir de monde. Des amis, des collègues, mais aussi tout le gratin local que mes parents avaient invité pour l'événement social de l'année. Dès que nous sommes sortis de la voiture, Tanguy me portant pour m'installer dans mon fauteuil propre pour la cérémonie, j'ai senti les regards. Ce n'étaient pas les regards chaleureux qu'on adresse à une mariée. C'étaient des regards curieux, fuyants, chargés de chuchotements. « Tu as entendu ?» murmurait une dame à chapeau à sa voisine alors que je passais près d'elle. Il paraît qu'elle l'a piégé. Une grossesse nerveuse ou quelque chose comme ça. Non, ma chère, répondait l'autre. Jocelyne m'a dit que c'est lui qui a pitié d'elle. Elle a menacé de se suicider s'il la quittait. J'ai serré les dents. Ma mère. Elle avait passé la matinée au téléphone, distillant son venin, préparant le terrain pour délégitimer notre union avant même qu'elle ne soit consacrée. Elle peignait le tableau d'une infirme désespérée et manipulatrice piégeant un jeune homme brillant. Nous sommes entrés dans le vestibule. Et là, je l'ai vue. Gwenaëlle. Elle se tenait à l'entrée de la nef, accueillant les invités comme si c'était son mariage. Et sa tenue. Mon Dieu. Elle n'avait pas mis la robe sirène de la veille, non, elle avait été plus subtile. Elle portait un ensemble tailleur-jupe en dentelle ivoire très pâle, avec un bibi à voilette. C'était techniquement une tenue d'invité, mais visuellement, elle ressemblait à une mariée des années 50, chic et glamour. À côté de moi, dans ma robe simple, elle attirait toute la lumière. Elle a vu Tanguy et s'est précipitée vers lui, ignorant totalement ma présence. Tanguy. Oh, tu as ta cravate de travers, laisse-moi faire. Elle a posé ses mains sur son torse, lissant le tissu avec une familiarité indécente, ses doigts s'attardant trop longtemps sur ses revers. Touche pas à ça, a cinglé Tanguy en reculant d'un pas. Oh, ne sois pas si tendu, a-t-elle ri, un rire cristallin qui a fait tourner les têtes. Je veux juste que tu sois beau sur les photos. Après tout, il faut bien compenser. Elle a jeté un regard en biais vers mon fauteuil. Compenser. Le message était clair, il fallait compenser la laideur de mon handicap. L'orgue a commencé à jouer. C'était le moment. Mon père s'est approché de moi. Selon la tradition, il devait me conduire à l'autel. Son visage était un masque de pierre. Il n'est pas trop tard pour renoncer, Armel, a-t-il sifflé entre ses dents alors qu'il saisissait les poignées de mon fauteuil. Épargnez-nous cette mascarade. Pousse, papa. Contente-toi de pousser, ai-je répondu droit devant moi. La traversée de l'allée centrale a été une épreuve. Je sentais la tension dans les mains de mon père. Il poussait un peu trop vite, un peu trop brusquement, me faisant tanguer. Je voyais les visages des invités. Certains me souriaient avec une pitié insupportable, d'autres regardaient leurs chaussures. Seuls mes amis du club de lecture et mes collègues restaurateurs me faisaient des signes d'encouragement francs. Arrivé à l'hôtel, Tanguy m'a rejointe. Il a pris ma main, et sa chaleur a un peu dissipé le froid qui m'envahissait. Mes parents sont allés s'asseoir au premier rang, à droite. Gwenaëlle s'est assise à côté d'eux, croisant ses jambes parfaites, affichant un sourire triste et digne, comme si elle assistait à un sacrifice tragique. Le prêtre, le père Louis, un vieil homme qui me connaissait depuis l'enfance, a commencé la liturgie. Sa voix résonnait sous les voûtes de pierre. J'essayais de me concentrer sur ces mots, sur l'amour de Tanguy, sur la promesse d'avenir. Mais mon instinct me criait de fuir. L'air était électrique. Je voyais mon père tapoter nerveusement son genou. Je voyais ma mère échanger des regards avec Gwenaëlle. Ils attendaient quelque chose. Et puis, la phrase fatidique est arrivée. Le moment que l'on voit dans les films mais qui n'arrive jamais dans la vraie vie. Si quelqu'un ici présent connaît une raison juste pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens sacrés du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le silence s'est fait. Un silence lourd, épais.
Une seconde. 2 secondes. J'ai vu les épaules de mon père se tendre. J'ai vu Gwenaël redresser la tête, les yeux brillants d'excitation. Je m'oppose. La voix de mon père a tonné comme le jugement dernier. Il s'est levé brusquement, renversant presque son prie-dieu. Un hoquet de stupeur a parcouru l'assemblée. Tanguy s'est figé. Je me suis senti devenir de glace. Mon père ne s'est pas contenté de le dire depuis sa place. Il est sorti de son rang et a marché vers le chœur, montant les marches de l'autel pour nous faire face. Il a pris le micro sur le pupitre de lecture. Ce qu'il allait dire n'était pas une simple objection. C'était une exécution publique. La chapelle était plongée dans un silence de tombeau. On aurait pu entendre une épingle tomber sur les dalles de granit. Tous les yeux étaient rivés sur mon père, Gervais, qui se tenait là, dominant la scène de sa haute stature, le micro à la main. Je m'oppose, a-t-il répété, sa voix amplifiée résonnant étrangement dans l'espace sacré. Non pas par caprice, mais par devoir moral. Il a tourné son regard vers l'assemblée, jouant son rôle de patriarche accablé à la perfection. En tant que père, je ne peux pas laisser cette union se faire sur un mensonge. Je ne peux pas laisser ce jeune homme, Tanguy, gâcher sa vie par culpabilité. Il s'est tourné vers Tanguy, prenant un ton de fausse compassion. Tanguy, nous savons tous que tu es un homme d'honneur. Nous savons que tu te sens obligé d'épouser Armelle parce qu'elle est vulnérable. Parce que tu as pitié de sa condition. Mais le mariage n'est pas une œuvre de charité. Des murmures ont commencé à s'élever dans les bancs. Honteux, incroyable. Mais mon père a haussé la voix pour couvrir le bruit. Regardez ma fille, a-t-il dit en pointant un doigt accusateur vers moi, recroquevillé dans mon fauteuil. Armelle ne peut pas être une épouse complète. Elle ne peut pas t'offrir la vie active, sportive, sociale que tu mérites. Elle ne peut pas porter tes enfants sans risque majeur. Est-ce cela que tu veux? Une vie d'infirmier? Chaque mot était un poignard. Il attaquait ma féminité, ma capacité à être mère, ma dignité d'être humain. Il réduisait mon existence à mon dossier médical. Je voulais hurler, mais ma gorge était serrée par les larmes. Il y a quelqu'un d'autre ici, a continué mon père, se tournant vers le premier rang. Quelqu'un qui t'aime vraiment, pour qui tu es, et qui peut t'offrir un avenir brillant, sain, équilibré. Gwenaël. Gwenaël s'est levée lentement, essuyant une larme imaginaire, incarnant l'image de la beauté tragique et aimante. Papa, s'il te plaît, a-t-elle murmuré, assez fort pour être entendue. Mais elle ne s'est pas rassise. Elle s'est tenue là, offerte, comme une alternative dorée. Tanguy, a repris mon père. Ta place est avec Gwenaël. C'est l'union naturelle. C'est ce qui est le mieux pour la famille, pour l'entreprise, pour la génétique. Ne fais pas cette erreur irréparable. Armelle comprendra. Elle doit comprendre qu'elle ne peut pas être égoïste au point de t'enchaîner à son fauteuil. Ma mère, Jocelyne, s'est levée à son tour, sanglotant bruyamment dans son mouchoir en dentelle. Nous t'aimons, Armelle, a-t-elle crié. C'est pour ton bien. Tu ne supporterais pas qu'il t'abandonne dans 2 ans. Arrête tout maintenant. C'était le chaos. Des gens se sont levés, scandalisés. D'autres, les amis de mes parents, hochaient la tête, semblant trouver une logique tordue à ce discours eugéniste. Tanguy tremblait de rage. Il a lâché ma main pour faire un pas vers mon père, les poings serrés. Il allait le frapper. Je le voyais dans ses yeux. Et si Tanguy frappait mon père dans une église, c'était fini. Ils auraient le rôle de victime. Assez. Ce n'était pas Tanguy. C'était une voix forte, calme et autoritaire qui venait de derrière nous. Landry. Le témoin de Tanguy. Et accessoirement, l'un des avocats les plus redoutables de Nantes. Landry s'est avancé. Il ne regardait pas mon père. Il regardait l'assemblée. Il avait ce calme terrifiant des gens qui savent qu'ils ont gagné avant même de commencer à jouer. Monsieur Kernevel, a dit Landry en montant sur l'autel et en arrachant presque le micro des mains de mon père. Vous venez de parler de vérité? De morale? D'avenir génétique? Il a ri, un rire sec et sans joie. C'est intéressant. Parce que j'ai ici,
a-t-il dit en sortant son téléphone qu'il a branché sur le câble jack du système de sonorisation, prévu pour la musique, une autre version de votre moralité. Qu'est-ce que vous faites? A aboyé mon père. C'est une cérémonie privée. Sortez. C'est vous qui avez transformé cette cérémonie en procès public, Gervais, a répondu Landry. Alors présentons les preuves. Il a appuyé sur lecture. Un grésillement a retenti dans les enceintes de l'église, suivi de voix claires, indéniables. C'était l'enregistrement de la caméra de sécurité que j'avais installée discrètement dans mon atelier, et qui avait capté une conversation entre ma mère et ma sœur la veille, quand elle pensait que j'étais partie. Oui, j'avais omis de vous dire que suite à ce que j'avais entendu la veille, j'avais demandé à Landry de vérifier les sauvegardes du cloud de ma caméra de sécurité à domicile. La voix de Gwenaël a empli l'église. Maman, dès qu'ils sont mariés, s'il lui arrive un accident, ou si elle meurt de complications, je récupère Tanguy, non. C'est le veuf éploré, je suis la belle-sœur consolatrice. Et surtout, on récupère l'héritage d'Henri. Il ne faut surtout pas qu'elle sache pour le testament avant de signer le contrat de mariage. La voix de ma mère a répondu, tais-toi, idiote. On n'a pas besoin qu'elle meure. Juste qu'elle divorce. On lui fera la vie impossible. On lui coupera les vivres. Elle craquera. Et l'argent reviendra dans le giron familial. Tanguy est trop précieux pour le laisser à une infirme. Le silence qui a suivi cette diffusion était différent du précédent. Ce n'était plus un silence de gêne. C'était un silence d'horreur pure. Gwenaël est devenue blanche comme un linge. Elle s'est rassise brutalement, comme si ses jambes avaient lâché. Ma mère a porté la main à sa bouche, les yeux exorbités. Landry a coupé le son. Voilà votre moralité, a-t-il dit froidement. Complot, abus de faiblesse, et préméditation. Mais ce n'est pas tout. Il a sorti de sa poche intérieure une grande enveloppe bleue scellée de cire rouge. Parlons maintenant de ce fameux héritage d'Henri dont vous aviez si peur qu'elle découvre l'existence. Mon père, Gervais, a essayé de se jeter sur Landry pour lui arracher l'enveloppe. C'est faux. C'est un faux. Donnez-moi ça. Mais Tanguy s'est interposé, bloquant mon père de son corps large et solide. Tu ne touches pas à ça, Gervais. Laisse-le parler. Landry a ouvert l'enveloppe avec une précision chirurgicale. Il a sorti un document en papier vélin jauni. Mesdames et messieurs, a-t-il commencé en s'adressant à la foule ébahie. Voici le testament holographe original de Monsieur Henri Carnével, le père de Gervais, mon ancien client et ami. Il a levé le papier pour que tout le monde le voie. Gervais et Jocelyne ont prétendu pendant 2 ans que Henri était mort ruiné et sénile. Ils ont prétendu qu'il n'y avait pas de testament. C'est un mensonge. C'est un crime qui s'appelle recel successoral, selon le Code civil. Un murmure d'excitation a parcouru les bancs. Les visages se tournaient vers mes parents, passant de la stupéfaction au dégoût. Landry a lu, moi, Henri Carnével, saint de corps et d'esprit, lègue l'intégralité de ma fortune personnelle, y compris le domaine familial de Vannes, les parts majoritaires dans les hôtels, et mes collections d'art, à ma petite-fille Armelle. Elle est la seule dans cette famille à posséder la noblesse de cœur que l'argent ne peut racheter. Je sais que son père et sa sœur tenteront de la dépouiller à cause de son handicap. C'est pourquoi ce legs ne sera effectif que le jour de son mariage, pour s'assurer qu'elle a trouvé un partenaire qui la soutient face à ses vautours. J'ai éclaté en sanglots. Grand-père savait. Il avait tout vu. Il avait tout prévu. Il m'avait protégé depuis l'au-delà. Cela signifie, a continué Landry en fixant mon père dans les yeux, que la maison dans laquelle vous vivez, Gervais, appartient à Armelle. L'argent avec lequel vous avez essayé de la corrompre hier soir? C'est le sien. Vous vivez sur son dos depuis 2 ans en lui faisant croire qu'elle est un fardeau, alors qu'elle est votre propriétaire. Mon père a reculé, chancelant, se retenant au pupitre. Son masque d'autorité s'était effondré, révélant un vieil homme avide et effrayé. Mais ce n'est pas possible, a balbutié ma mère. Il était fou. On peut contester. Je ne crois pas, Jocelyne, a dit une voix venant du fond de l'église. Une femme âgée s'est levée. C'était Madame Vasseur, mon ancienne professeure de français et l'une de mes plus fidèles clientes pour la restauration de livres.
Mais surtout, je le découvrais, elle était l'autre témoin du testament. J'étais là quand Henri a écrit ça, a déclaré Madame Vasseur d'une voix ferme. Il était plus lucide que vous ne le serez jamais. Et il m'a confié une copie, au cas où celle-ci disparaîtrait. J'attendais juste ce jour, comme il me l'avait demandé. C'était le coup de grâce. La vérité éclatait de toutes parts, indéniable, accablante. Gwenaëlle, sentant le vent tourner, a tenté une dernière manœuvre désespérée. Elle s'est levée et a couru vers Tanguy, les larmes aux yeux. Tanguy, tu ne vois pas? C'est horrible ce qu'ils ont fait. Je ne savais pas. J'étais manipulée par maman. Je t'aime vraiment, moi. Sauve-moi de cette famille de fous. Elle a essayé de prendre ses mains. Tanguy l'a regardée avec un dégoût si profond qu'elle a reculé comme si elle avait été brûlée. Tu ne savais pas? A dit Tanguy doucement, mais sa voix portait grâce au micro toujours ouvert. On a entendu ta voix sur l'enregistrement, Gwenaëlle. Tu parlais de ma femme comme d'un chien qu'on doit abattre. Tu es pire qu'eux. Eux sont avides. Toi, tu es jalouse et pourrie de l'intérieur. Il s'est tourné vers l'assemblée. Armelle n'est pas une infirme. C'est la femme la plus forte, la plus talentueuse et la plus digne que je connaisse. C'est elle qui a la vraie richesse, celle de l'âme. Et maintenant, il semblerait qu'elle ait aussi la richesse matérielle. Mais je l'aurais épousée même si elle n'avait rien. Parce qu'elle est tout ce que vous n'êtes pas. Puis, il s'est tourné vers moi, s'est agenouillé à hauteur de mon fauteuil, et a pris mes mains. Armelle, veux-tu toujours m'épouser, ici et maintenant, malgré ce cirque? J'ai regardé mes parents, anéantis, assis dans leur honte. J'ai regardé ma sœur, sanglotant, vraiment cette fois, sur son banc. Puis j'ai regardé Tanguy. Oui, ai-je dit. Plus que jamais. Ce qui s'est passé ensuite a été le moment le plus satisfaisant de ma vie. Alors que je prononçais ce « oui », un mouvement s'est opéré dans l'église. Au début, c'était juste quelques personnes. Les collègues de Tanguy. Mes amis. Ils se sont levés de leur banc. Mais ils ne partaient pas. Ils changeaient de place. Ils ont quitté le côté droit de l'allée, le côté traditionnellement réservé à la famille de la mariée, où trônaient mes parents et Gwenaëlle pour venir s'asseoir ou se tenir debout du côté gauche, derrière Tanguy et moi. C'était un mouvement de foule silencieux et puissant. Un jugement physique. Puis, les associés de mon père se sont levés. Le maire de Vannes, qui était invité, s'est levé. Ils ont traversé l'allée. Ils ne voulaient plus être associés au carnaval. La honte était contagieuse, et mes parents étaient devenus radioactifs. En quelques minutes, le côté droit de l'église était vide. Totalement vide. Il ne restait que 3 personnes isolées sur le premier banc, Gervais, Jocelyne et Gwenaëlle. Ils étaient seuls, naufragés sur leur île de méchanceté, entourés par une mer de bancs vides. Mon père regardait droit devant lui, les yeux vitreux. Ma mère tremblait. Gwenaëlle avait caché son visage dans ses mains, son bibi de voilette pendant lamentablement. Le prêtre, le père Louis, a repris la cérémonie comme si de rien n'était, mais avec une solennité nouvelle. Nous sommes ici pour unir Armelle et Tanguy. Les vœux ont été échangés dans une atmosphère de ferveur incroyable. Quand Tanguy m'a passé la bague au doigt, des applaudissements spontanés ont éclaté. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était une ovation. Une libération. À la sortie de l'église, la pluie avait cessé. Un rayon de soleil perçait les nuages gris, illuminant les pavés mouillés. Mes parents ont essayé de sortir par une porte latérale, rasant les murs. Mais Landry les a interceptés, accompagnés de 2 gendarmes qui étaient en service à proximité et qui avaient entendu parler de l'esclandre, ou peut-être Landry les avait-il prévenus? Je ne le saurai jamais. Monsieur et Madame Carnével, a dit Landry fort et clair. Je vous conseille de ne pas quitter la ville. Une plainte pour recel de succession, abus de faiblesse et tentative d'extorsion va être déposée dès lundi matin. Et Armelle, elle vous donne 48 heures pour vider sa maison. Ma mère s'est tournée vers moi, le visage ravagé par le mascara qui coulait. Armelle, tu ne ferais pas ça? Nous sommes tes parents. On t'a élevé. J'ai fait avancer mon fauteuil vers elle. Pour la première fois de ma vie, je me sentais plus grande qu'elle.
Vous ne m'avez pas élevé, mère. Vous m'avez toléré. Vous m'avez caché. Et vous avez essayé de me voler. Vous avez 48 heures. Et ne touchez pas à un seul livre de la bibliothèque de grand-père. Je me suis tournée vers Gwenaëlle. Elle me regardait avec un mélange de haine et de terreur. Et toi, Gwen, j'espère que tu as économisé tes commissions immobilières. Parce que tu vas devoir apprendre à payer ton propre loyer. Le temps de la princesse est révolu. Nous sommes partis sous une pluie de riz et de pétales de rose, que Chloé avait réussi à remettre à la place d'Hélice, Dieu merci. La réception qui a suivi a été la plus joyeuse qu'on puisse imaginer. Sans la lourdeur protocolaire de mes parents, les gens se sont lâchés. On a ri, on a pleuré, on a dansé. Et oui, j'ai dansé. Tanguy m'a prise dans ses bras, a fait tourner mon fauteuil, m'a soulevée. Nous étions libres. Cela fait maintenant 1 an que cette journée folle a eu lieu. Beaucoup de choses ont changé à Vannes. Mes parents ont été contraints de quitter la demeure familiale. Landry a été impitoyable. Avec les preuves accablantes du testament et de l'enregistrement, ils n'avaient aucune chance au tribunal. Ils ont négocié un accord pour éviter la prison ferme, pour le recel, mais ils ont dû tout rendre. Absolument tout. Ils vivent aujourd'hui dans un petit appartement en location dans la banlieue de Rennes. Mon père a perdu sa réputation et la plupart de ses mandats au conseil d'administration. Ils sont devenus des parias sociaux. Gwenaëlle? Elle a tenté de maintenir les apparences sur Instagram pendant un moment, mais la rumeur l'a rattrapée. Elle a perdu son emploi dans l'agence immobilière de luxe, les clients n'aiment pas confier leurs clés à une voleuse d'héritage. Je crois qu'elle travaille maintenant comme vendeuse dans une boutique de vêtements dans une autre région. Elle ne m'a plus jamais adressé la parole, et c'est très bien comme ça. Quant à moi et Tanguy, nous vivons dans la maison de grand-père. Mais nous l'avons transformée. Je n'avais pas besoin d'autant d'espace pour moi seule. Nous avons utilisé l'argent de l'héritage pour rénover l'aile ouest et créer l'atelier d'Henri. C'est un centre mixte, au rez-de-chaussée, mon atelier de restauration de livres anciens, agrandi et modernisé. À l'étage, et dans les jardins redessinés par Tanguy, nous avons ouvert un centre d'accueil et de formation pour les artisans en situation de handicap. On y apprend la reliure, la poterie, l'horticulture. On y apprend surtout que des mains qui ne peuvent pas marcher peuvent construire des cathédrales. Chaque matin, quand je traverse le jardin accessible que mon mari a conçu pour moi, je pense à ce toast empoisonné de mon père. Il disait que Gwenaëlle était complète et moi incomplète. Il avait tort. Être complet, ce n'est pas avoir 2 jambes qui fonctionnent. C'est avoir une colonne vertébrale morale. C'est avoir un cœur qui ne cherche pas à écraser les autres pour se sentir grand. Ils ont voulu m'effacer de la photo de famille. Au final, ils se sont effacés eux-mêmes de ma vie. Et ma nouvelle photo de famille? Elle est là, sur mon bureau. C'est moi, Tanguy, notre chien, et tous nos amis de l'atelier. Et croyez-moi, il n'y a pas besoin de recadrer quoi que ce soit. Elle est parfaite. Merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que mon histoire vous donnera la force de vous battre si vous êtes, vous aussi, confronté à l'injustice, que ce soit dans votre famille ou ailleurs. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, laissez un « j'aime » sur la vidéo, c'est gratuit et ça aide énormément la chaîne. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà réussi à transformer une humiliation en victoire? J'ai hâte de lire vos expériences. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires. À très bientôt.